Malgré la célébrité de l'ouvrage, qui a tout de même été publié dans 30 langues, je ne l'avais encore jamais lu. Shame on you. Oui, peut-être. Mais comme on me l'a offert à Noël et qu'il y a eu une petite polémique en début d'année, je me suis dit qu'il était temps de le lire. Et si je devais le décrire en un mot, ça serait marquant. C'est un livre marquant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire, et je suis accompagné de la voix venant du ciel. Salut, petite déprime aujourd'hui. Ouais, je te comprends. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des 2 tomes de la BD Maos d'Art Spiegelman aux éditions Flammarion. Isaac Avraham Ben Ziv Spiegelman. Ou Arthur Spiegelman, mais pour des raisons de simplification, on va faire comme dans la BD et l'appeler Artie. Il naît à Stockholm le 15 février 1948. Bon anniversaire à lui d'ailleurs. Fils de 2 juifs polonais rescapés des camps de concentration, il émigre très tôt avec ses parents vers les États-Unis et entame alors des cours de dessin. Ses premières publications arrivent alors qu'il n'a que 16 ans. Figure emblématique de la bande dessinée underground dans les années 60 et 70, sa carrière va prendre un tout autre tournant en septembre 1986 quand il publie le premier tome de Maos, appelé A Survivor's Tale, ou Mon père saigne l'histoire. En 1991, c'est la suite de l'histoire, And There My Trouble Began, et c'est là que mes ennuis ont commencé. Ces 2 tomes lui valent un prix Pulitzer en 1992. Les 2 tomes racontent les discussions entre Artie et Vladek, son père, un survivant d'Auschwitz-Birkenau et de la Shoah. Une étude de l'IFOP de décembre 2018 commandée par la Fondation Jean Jaurès révélait que 10% des Français n'avaient jamais entendu parler de la Shoah, et c'était le cas pour 18% des 18-24 ans. J'espère que ce chiffre a sensiblement baissé depuis, mais dans le doute, on va rappeler ce que c'est. La Shoah, ou catastrophe en hébreu, est le système d'extermination mis en place par le régime allemand entre 1941 et 1945, ce qui conduisit à l'élimination de 40% des juifs du monde et 2 tiers des juifs européens, soit entre 5 et 6 millions de personnes. Une élimination réalisée par fusillade, travaux forcés, sous-alimentation et chambres à gaz dans des camps d'extermination. La BD alterne entre 2 époques. La première, c'est fin des années 70, début des années 80, où Artie discute avec Vladek, son père, pour qu'il lui raconte son histoire. L'histoire d'un juif polonais qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah et à Auschwitz-Birkenau. Et la deuxième partie, la deuxième époque, c'est la vie de Vladek, du début des années 30 jusqu'en 1945. Le récit de la vie de Vladek commence dans les années 30. C'est un jeune adulte, plutôt beau gosse apparemment, qui est commercial en textile. Il finit par rencontrer Anya et à l'épouser. La famille d'Anya est très riche et ça lui permet d'ouvrir une fabrique de textiles. Puis viennent son service militaire dans l'armée polonaise, les premières manifestations et la montée de l'antisémitisme, puis la Seconde Guerre mondiale qui se déclenche, où il est appelé en tant que soldat, et très rapidement sa capture et sa situation de prisonnier de guerre. Puis c'est le retour à la vie civile dans une Pologne occupée par les Allemands. Il n'a plus sa fabrique et donc il est obligé de faire des petits boulots, couvreur, charpentier, zingueur, tout un tas de petits boulots pour lui permettre de survivre. Puis ce sont des marches forcées entre différents ghettos, puis la vie dans des cachettes clandestines pour éviter la déportation vers des camps de concentration ou la mort. Et le livre, le tome 1, se termine par Vladek et sa famille qui essayent de fuir vers la Hongrie, mais ils sont capturés par la Gestapo et envoyés à Auschwitz-Birkenau. Le deuxième tome raconte l'expérience d'Anya et Vladek à Auschwitz-Birkenau à partir du moment où ils y arrivent à la fin 1944. Anya, c'est très compliqué, mais on suit surtout Vladek. Vladek qui, grâce aux différentes compétences qu'il a acquis en
en effectuant énormément de métiers, commercial en textile, couvreur, charpentier, zingueur comme on l'a vu, et grâce à sa connaissance de l'anglais et de l'allemand, arrive à pas trop mal se faire voir des gardiens, ce qui lui permet d'avoir un petit peu plus de rations de nourriture et de vêtements et d'en envoyer à Ania. Le tome se termine sur leur libération et leur retrouvailles dans leur village d'origine en Pologne. Et entre ces flashbacks, on a les discussions entre Artie et Vladek, des échanges qui nous en apprennent beaucoup sur la relation entre les deux, notamment le fait que Artie se sent coupable d'avoir une meilleure vie que ses parents et qu'il a une relation aussi très difficile avec son père pour énormément de raisons affreuses, difficiles, compliquées. Lisez le livre, vous comprendrez, j'ai pas le temps ici. D'après ce que j'ai lu, la relation difficile avec les parents, la culpabilité d'avoir une meilleure vie qu'eux, c'est un sentiment très partagé par les enfants de survivants de la Shoah. Surtout que Artie avait un grand frère, Richelieu, qu'il n'a jamais connu, parce que Richelieu est mort pendant la Grande Guerre. Et de là découle tout un tas de questions qui l'assaillent et qui le hantent. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Et donc, pour calmer cette culpabilité, pour s'en défaire et pour effectuer un travail de mémoire qui était nécessaire à l'époque et qu'il est toujours, il va interroger son père, recueillir son témoignage pour écrire ce qui formera le livre Maus. Maus d'ailleurs, pour l'anecdote, qui signifie souris en allemand. C'est une transition parfaite pour parler de la représentation des personnages dans l'œuvre. Les Allemands, les nazis, sont des chats et les Juifs sont des souris. Pourquoi? Pour représenter un peu le chat qui chasse et qui persécute la souris. Ça a d'ailleurs été une imagerie très utilisée par le régime nazi. À l'époque, les Américains sont des chiens, les cochons des Polonais. Ça a énormément fait parler et d'ailleurs ça a soulevé énormément de choses à la publication du livre en Pologne. Mais Artie l'explique parce que son père lui a beaucoup parlé des persécutions des Juifs par les Polonais. Sinon, un peu plus secondaire, on a les Français qui sont des grenouilles. Je suis une grenouille. Les Anglais sont des poissons, forcément ils sont entourés par la mer. Et les Suédois sont des élans, parce que c'est un animal qui vient de là-bas et qui est apparemment plutôt sympathique. On dirait un peu comme dans La Bête est morte. Alors, sur le principe, oui, je suis d'accord avec toi, mais la comparaison s'arrête là. La Bête est morte, c'est avant tout une BD comique. Il y a quelques moments un peu compliqués, mais c'est coloré, c'est dessiné de façon à faire un peu rigoler. C'est drôle, c'est drôle. Maus, c'est des dessins d'abord en noir et blanc, et ça dépeint une réalité qui est crasse, qui est froide et qui est surtout affreuse, mais réaliste. À l'arrivée à Auschwitz, Vladek retrouve une vieille connaissance, Abraham. Suite à cette retrouvaille, il va discuter dans sa tête de cette situation. Et pour nous tous, il n'y a qu'un seul moyen de sortir, par les cheminées. Abraham, plus jamais je l'ai revu. Je crois il est sorti par la cheminée. Et en fait, cette ambiance, elle est annoncée dès le départ. Dans les premières cases, Artie joue au patin avec ses amis. Toi-même, tu sais, le dernier arrivé à l'école est une poule mouillée. Un de ses patins casse, il tombe, ses amis l'abandonnent parce que ce sera lui la poule mouillée. Il rentre chez lui voir son père qui travaille dehors en pleurant et dialogue. Des amis? Tes amis? Enfermez-vous tous une semaine dans une seule pièce sans rien manger. Alors, tu verras ce que c'est, les amis. Umberto Eco, grand écrivain, académicien, érudit italien, notamment connu pour Le nom de la rose et Le pendule de Foucault, a dit du livre « Maus est un livre que l'on ne referme pas, même dormir ». Et je suis bien d'accord avec feu Monsieur Eco, parce que ce n'est pas un livre que l'on referme, parce qu'il vous hante et il vous heurte. Donc, j'aimerais me poser une question, et vous la poser à vous qui allez regarder cette vidéo.
Suis-je fan de Mauss? Pouvez-vous être fan de Mauss? Peut-on être fan de Mauss? Je l'aime beaucoup, mais peut-on en être fan? Fan d'un livre dans le sens où vous pouvez le lire encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et l'apprécier toujours, si ce n'est plus. Pour moi, ça me fait le cas notamment avec S'adapter pour vaincre de Michel Goya, que l'on a déjà évoqué sur cette chaîne. Ça me fait le cas avec Ce que tu touches d'Elrina O'Brien, dont je parlerai sur cette chaîne si jamais je me mets à parler un jour d'autres livres que de livres d'histoire. Ou encore, voilà, Rome et l'Empire romain des éditions Encyclope, dont je vous parlerai, ça c'est sûr. Peut-on être fan d'un livre dont on a peur d'ouvrir les pages? Peur d'ouvrir les pages parce qu'on n'a pas envie d'être submergé par les émotions qui viendront avec la lecture de ces dites pages. Peut-on être fan d'un livre comme ça? Je me pose toujours la question, je n'ai pas encore la réponse, et pendant que je la cherche, je vous invite à découvrir Mauss, à le lire, parce que cette lecture, elle est importante. Et pendant que vous faites ça, bah moi je retourne lire aussi. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Elle a été compliquée à écrire. C'est un livre très prenant. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de la Bibliothèque de l'Histoire que j'espère plus légères.